Il y a des moments dans l'histoire économique où le silence devient plus inquiétant que le bruit. Des moments où ce qui ne se dit pas publiquement raconte une histoire bien plus vraie que les discours officiels. Et aujourd'hui, en France, un phénomène discret mais massif se déroule sous nos yeux. Les grands investisseurs, ceux qui déplacent des milliards, ceux dont les décisions façonnent l'avenir des nations, sont en train de se retirer. Pas de manière spectaculaire, pas avec des déclarations fracassantes, mais méthodiquement, silencieusement, comme quelqu'un qui quitte une fête sans faire de vagues parce qu'il pressent que quelque chose ne va pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi la France, cette nation qui fut pendant des siècles le cœur battant de l'Europe, le symbole de la culture, de l'innovation, du rayonnement intellectuel et économique? Qu'est-ce qui pousse ces gestionnaires de fonds, ces institutions financières, ces familles fortunées à déplacer discrètement leurs capitaux vers d'autres horizons? Ce n'est pas une question de patriotisme ou de sentiment. L'argent n'a pas de drapeau. L'argent va là où il peut survivre, croître, se multiplier. Et quand il part, c'est rarement par hasard. Revenons quelques années en arrière. La France était encore perçue comme une valeur refuge européenne, un pays avec des infrastructures solides, une population éduquée, un système de santé envié, une position géographique stratégique. Les investisseurs étrangers achetaient de l'immobilier à Paris, investissaient dans les entreprises françaises, pariaient sur la stabilité politique et économique du pays. Mais quelque chose a changé, pas du jour au lendemain, pas de manière évidente, mais comme une fissure qui s'élargit lentement dans un mur, jusqu'à ce que la structure entière devienne fragile. Les premiers signes sont apparus dans les statistiques que personne ne lit vraiment. Les flux de capitaux, les investissements directs étrangers qui ralentissent, les sièges sociaux qui déménagent vers d'autres capitales européennes, les start-up françaises qui lèvent des fonds mais s'installent ailleurs. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des décisions rationnelles prises par des gens dont le métier est d'anticiper le danger avant qu'il ne devienne évident pour tous. Alors pourquoi partent-ils? La première raison est toujours la même dans l'histoire économique, la fiscalité. Mais pas seulement le niveau des impôts, c'est la prévisibilité. Les investisseurs peuvent accepter des impôts élevés s'ils savent que les règles resteront stables pendant 10 ans. Ce qui les fait fuir, c'est l'incertitude. Quand chaque changement de gouvernement peut bouleverser le système fiscal, quand les lois changent de trop souvent, quand les signaux envoyés aux entrepreneurs et aux capitaux sont contradictoires. L'argent déteste l'imprévisibilité plus que tout. Il préfère un environnement strict mais stable, qu'un environnement flexible mais chaotique. La France a multiplié les réformes fiscales ces dernières décennies, certaines pour attirer les investisseurs, d'autres pour redistribuer les richesses. Mais cette valse hésitation a créé un climat où plus personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans 5 ans. Et quand on investit des millions ou des milliards, on ne peut pas se permettre cette incertitude. Alors on va ailleurs, en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande, dans des pays qui ont fait le choix de la stabilité fiscale, même si cela signifie moins de flexibilité politique. Mais la fiscalité n'est qu'une partie de l'équation. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à la confiance. Les investisseurs ne fuient pas seulement les impôts, ils fuient le doute sur la capacité d'un pays à se réformer, le doute sur la volonté politique de faire les choix difficiles, le doute sur la direction que prend une nation. Et ce doute s'est installé progressivement dans l'esprit de ceux qui observent la France de l'extérieur. La dette publique française a franchi des seuils symboliques ces dernières années. Elle dépasse maintenant largement 100% du produit intérieur brut. Ce n'est pas en soi une catastrophe. Le Japon vit avec une dette bien plus élevée depuis des décennies. Mais ce qui compte, c'est la trajectoire. Est-ce que la dette augmente parce que le pays investit dans son avenir, dans des infrastructures, dans l'éducation, dans l'innovation, ou est-ce qu'elle augmente simplement parce que les dépenses courantes dépassent structurellement les recettes? Les investisseurs regardent cette trajectoire et ils se posent des questions. Ils savent que tôt ou tard, une dette qui croît sans perspective de stabilisation devient un problème. Et quand ce problème éclate, c'est toujours violent. L'histoire économique européenne est remplie d'exemples. La Grèce en 2010, l'Italie qui flirte régulièrement avec la crise, l'Espagne, le Portugal. Tous ces pays ont connu des moments où les marchés ont brutalement perdu confiance. Et quand cela arrive, les conséquences sont terribles. Les taux d'intérêt explosent. Le pays devient incapable d'emprunter à des conditions raisonnables. Les coupes budgétaires deviennent inévitables. Le niveau de vie s'effondre. Les tensions sociales montent, et ceux qui ont vu venir la tempête sont déjà partis depuis longtemps.
Les grands investisseurs ont cette capacité presque animale de sentir le danger avant qu'il ne se matérialise. Ils ne se basent pas uniquement sur les chiffres officiels. Ils observent les signaux faibles, les tensions politiques, les mouvements sociaux, les discours des dirigeants, la capacité ou l'incapacité à construire des consensus. Et en France, depuis plusieurs années, ces signaux se sont multipliés. Le mouvement des Gilets jaunes, les réformes des retraites qui déclenchent des semaines de blocage, les grèves qui paralysent le pays régulièrement. Tout cela envoie un message. Ce pays a du mal à se réformer. Ce pays résiste au changement. Et dans un monde économique qui bouge à une vitesse folle, résister au changement est souvent le début de la fin. Il y a aussi la question démographique. La France vieillit. Comme toute l'Europe. Mais vieillir signifie des dépenses de santé qui explosent, des retraites à financer avec une population active qui rétrécit, une productivité qui risque de stagner. Les investisseurs regardent ces pyramides des âges et ils calculent. Ils savent que dans 20 ans, dans 30 ans, le poids de cette démographie va peser énormément sur les finances publiques. Et ils préfèrent investir dans des pays avec une démographie plus dynamique, une population plus jeune, une croissance potentielle plus forte. Mais il y a autre chose encore, quelque chose de moins tangible, mais tout aussi important. C'est la question de l'attractivité. Pourquoi un entrepreneur brillant choisirait-il de créer son entreprise en France plutôt qu'à Berlin, à Amsterdam, à Londres ou à Stockholm? Pourquoi un ingénieur talentueux accepterait-il un salaire français quand il pourrait gagner 2 fois plus en Suisse ou 3 fois plus aux États-Unis? La France a longtemps compté sur son prestige, sur sa culture, sur sa qualité de vie pour attirer les talents. Mais le monde a changé. Les talents vont là où ils peuvent maximiser leur potentiel et leur rémunération. Et si la France ne peut plus offrir cela, elle perd progressivement sa capacité à attirer et à retenir les meilleurs. Les grandes fortunes françaises elles-mêmes ont commencé à partir il y a longtemps déjà. Certaines de manière visible, médiatisée, d'autres discrètement, en transférant progressivement leurs actifs vers des juridictions plus favorables. Ce n'est pas nécessairement de la fraude fiscale. C'est souvent parfaitement légal. Mais c'est un signal. Quand les plus riches d'un pays décident de partir, cela veut dire qu'ils ne croient plus dans l'avenir de ce pays. Ou du moins, qu'ils pensent que leur argent sera mieux protégé ailleurs. Et les investisseurs étrangers observent tout cela. Ils voient que les capitaux français eux-mêmes fuient le pays. Alors pourquoi y resteraient-ils? Pourquoi prendraient-ils le risque d'investir dans une économie dont les propres citoyens les plus fortunés se détournent? C'est un cercle vicieux. Moins il y a d'investissement, moins il y a de croissance. Moins il y a de croissance, plus la dette devient difficile à gérer. Plus la dette est difficile à gérer, plus les impôts risquent d'augmenter. Plus les impôts augmentent, plus les investisseurs fuient, et ainsi de suite. Il y a aussi la dimension géopolitique. La France n'est plus le centre de gravité européen qu'elle était. L'Allemagne a longtemps été le moteur économique du continent. Mais même l'Allemagne montre aujourd'hui des signes de faiblesse. Son modèle industriel, basé sur l'énergie russe bon marché, s'est effondré. Sa dépendance à la Chine devient problématique. Et pendant ce temps, d'autres pays européens émergent. La Pologne affiche une croissance impressionnante. Les pays baltes deviennent des hubs technologiques. Le Portugal attire les nomades numériques et les retraités européens avec une fiscalité avantageuse. La carte économique de l'Europe est en train d'être redessinée. Et la France risque de ne plus y occuper la place qu'elle occupait autrefois. Les investisseurs pensent toujours à long terme. Ils ne regardent pas seulement la situation actuelle. Ils projettent. Ils imaginent différents scénarios. Et quand ils regardent la France dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils voient? Une économie revitalisée par des réformes courageuses, ou un pays englué dans ses blocages, incapable de s'adapter, dépassé par des voisins plus dynamiques? La réponse à cette question détermine où ils placent leur argent aujourd'hui. Il faut comprendre que l'argent est comme l'eau. Il coule naturellement vers les points les plus bas, là où la résistance est la plus faible. Ils cherchent toujours le chemin de moindre friction. Et si un pays multiplie les obstacles, les contraintes, les incertitudes, l'argent trouve simplement un autre chemin. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de physique économique. Et la France, malgré tous ses atouts, malgré sa culture, son histoire, ses infrastructures, est en train de devenir un pays à haute friction pour les capitaux. Certains diront que c'est une bonne chose.
que la finance internationale est prédatrice, que les investisseurs ne cherchent que le profit à court terme sans se soucier du bien commun. Il y a sans doute une part de vérité dans cette critique, mais il y a aussi une réalité incontournable. Une économie moderne a besoin de capitaux pour fonctionner, pour financer les entreprises, pour créer des emplois, pour développer de nouvelles technologies, pour construire des infrastructures. Et si ces capitaux se détournent d'un pays, ce sont les citoyens ordinaires qui en paient le prix à long terme. Regardons ce qui se passe concrètement. Quand les investissements diminuent, ce sont les projets qui ne se font pas, l'usine qui ne s'ouvre pas, le centre de recherche qui s'installe ailleurs, les milliers d'emplois qui auraient pu être créés mais qui ne le seront jamais. Et personne ne voit ces emplois manquants. Personne ne manifeste pour des postes qui n'ont jamais existé. Mais leur absence se fait sentir dans les statistiques du chômage, dans la stagnation des salaires, dans le sentiment diffus que quelque chose ne va pas. La France a des atouts énormes, une population éduquée, des ingénieurs de classe mondiale, des mathématiciens parmi les meilleurs de la planète. Un système de formation qui produit des talents exceptionnels, mais beaucoup de ces talents partent travailler ailleurs, à Londres, à New York, à San Francisco, en Suisse, en Allemagne. Parce que les opportunités sont ailleurs, parce que les salaires sont meilleurs, parce que l'environnement est plus favorable, et pendant ce temps, la France perd progressivement sa capacité d'innovation. Il y a quelque chose de tragique dans cette situation. La France a tout pour réussir dans l'économie moderne, mais elle semble incapable de mobiliser ses forces, comme un athlète talentueux qui ne parvient pas à gagner parce qu'il ne s'entraîne pas correctement. Ou parce qu'il porte des chaussures trop lourdes. Les investisseurs voient ce potentiel gâché et cela les désespère. Mais ils ne vont pas attendre indéfiniment que le pays se réveille. Ils ont des obligations envers leurs clients, envers leurs actionnaires. Ils doivent placer l'argent là où ils rapportent. Et si ce n'est pas en France, ce sera ailleurs. Il faut aussi parler de la perception. Dans le monde de la finance internationale, la perception devient réalité. Si tout le monde pense qu'un pays va mal, alors ce pays va effectivement mal, même si les fondamentaux ne sont pas catastrophiques. Parce que cette perception influence les décisions d'investissement. Elle influence les taux d'intérêt. Elle influence la confiance. Et la confiance est la base de toute économie moderne. Sans confiance, tout s'effondre. Les banques ne prêtent plus. Les entreprises n'investissent plus. Les consommateurs ne dépensent plus. C'est un château de cartes qui peut s'écrouler très vite si le vent souffle trop fort. Et justement, le vent commence à souffler. Pas encore une tempête, mais une brise inquiétante. Les agences de notation scrutent la France de plus en plus attentivement. Les écarts de taux d'intérêt avec l'Allemagne se creusent. Les investisseurs demandent une prime de risque plus élevée pour prêter à la France. Ce sont des signes précurseurs, des signaux que les marchés envoient. Et quand ces signaux s'accumulent, ils peuvent créer une dynamique auto-réalisatrice. Plus les gens pensent qu'il y a un risque, plus le risque devient réel. Certains espèrent que l'Union européenne protégera la France en cas de problème, que la Banque centrale européenne interviendra, que la solidarité européenne jouera, c'est possible. Mais cette protection a un prix, elle s'accompagne toujours de conditions, de réformes imposées de l'extérieur, de perte de souveraineté, de décisions prises à Bruxelles ou à Francfort plutôt qu'à Paris. Et historiquement, les pays qui ont dû faire appel à cette solidarité européenne en sont sortis traumatisés. La Grèce ne s'est toujours pas remise de sa crise. L'Irlande et le Portugal ont réussi à rebondir, mais au prix de coupes budgétaires massives et de sacrifices énormes. La vraie question n'est donc pas de savoir si les grands investisseurs abandonnent la France. La question est de savoir pourquoi ils le font maintenant, et ce que cela révèle sur l'état profond du pays. Est-ce un signal d'alarme qu'il faut prendre au sérieux? Ou est-ce simplement un mouvement temporaire, une fluctuation normale des marchés? Les optimistes diront que la France a déjà traversé des crises bien plus graves, que le pays s'est toujours relevé, que les prédictions catastrophistes se sont toujours révélées fausses. Et c'est vrai. La France a une capacité de résilience remarquable, mais l'histoire économique nous enseigne aussi que les crises arrivent toujours quand on les attend le moins. Quand tout semble encore gérable, quand les signaux d'alarme sont encore faibles, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut agir. Parce qu'une fois que la crise est là, il est trop tard. Les marges de manœuvre disparaissent. Les choix deviennent binaires. Soit l'austérité brutale, soit l'effondrement. Et personne ne veut se retrouver face à ce choix.
Les investisseurs qui partent aujourd'hui ne sont peut-être pas en train de fuir une catastrophe imminente. Peut-être qu'ils réévaluent simplement leur position. Peut-être qu'ils diversifient leurs risques. Peut-être qu'ils trouvent simplement de meilleures opportunités ailleurs. Mais le fait qu'ils bougent en nombre, qu'ils réduisent leur exposition à la France de manière concertée, même si ce n'est pas coordonné, cela devrait interroger. Parce que ces gens-là ne se trompent pas souvent. Ils ont accès aux meilleures informations, ils emploient les meilleurs analystes, ils ont l'expérience de dizaines de crises, et quand ils décident de réduire leur exposition à un pays, c'est rarement sans raison. Alors que faire? Comment un pays peut-il regagner la confiance des investisseurs une fois qu'elle est perdue? L'histoire montre qu'il faut des réformes profondes, pas des ajustements cosmétiques, pas des discours rassurants, mais des changements structurels qui montrent une volonté politique claire, une réduction crédible de la dépendance à l'endettement, une amélioration de la compétitivité, une simplification de l'environnement réglementaire, une stabilisation du cadre fiscal. Tout cela demande du courage politique. Cela demande d'être prêt à affronter la résistance, à expliquer, à convaincre, à tenir bon malgré les manifestations et les critiques. Certains pays ont réussi cette transformation. Le Canada dans les années 90, la Suède à la même époque, l'Allemagne au début des années 2000 avec les réformes Schröder. Ces pays étaient au bord du gouffre. Ils ont fait des choix difficiles. Ils ont réformé en profondeur. Et quelques années plus tard, ils étaient redevenus attractifs pour les investisseurs. Leur économie repartait. Leur dette se stabilisait. Mais ces transformations ont demandé une décennie d'efforts soutenus. Et surtout, elles ont demandé un consensus politique minimal. Une acceptation même douloureuse que le changement était nécessaire. La France dispose-t-elle de ce consensus aujourd'hui? C'est la question à 100 milliards d'euros. Parce que sans consensus, sans une vision partagée de l'avenir, aucune réforme profonde n'est possible. Et sans réforme profonde, la trajectoire actuelle continue. L'endettement augmente, les investisseurs fuient, la croissance stagne. Le niveau de vie stagne ou recule, les tensions sociales montent. Et un jour peut-être la crise éclate vraiment, mais peut-être que cela n'arrivera pas. Peut-être que la France trouvera un moyen de naviguer dans cette période difficile sans catastrophe majeure. Peut-être que les dirigeants actuels ou futurs parviendront à faire les bons choix au bon moment. Peut-être que les citoyens accepteront les sacrifices nécessaires pour préserver l'avenir. Peut-être que l'Europe trouvera une nouvelle dynamique qui portera aussi la France. Peut-être que les investisseurs reviendront quand ils verront des signaux concrets de changement. L'avenir n'est jamais écrit. Il se construit, jour après jour, par des millions de décisions individuelles et collectives. Et chaque décision compte. Chaque réforme entreprise ou repoussée. Chaque investissement fait ou évité. Chaque talent qui reste ou qui part. Tout cela dessine lentement le visage du pays de demain. Les grands investisseurs ont fait leur choix pour l'instant. Ils réduisent leur exposition. Ils déplacent leurs capitaux. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Reste à savoir si leur départ est une prophétie autoréalisatrice qui va précipiter le déclin, ou si c'est au contraire le signal d'alarme nécessaire pour provoquer le sursaut. Dans l'histoire économique, les deux scénarios se sont produits. Parfois, la fuite des capitaux annonce l'effondrement. Parfois, elle force le pays à se ressaisir et à se réformer. La différence entre ces deux destins tient souvent à quelques décisions cruciales, prises au bon moment par les bonnes personnes. La France se trouve aujourd'hui à un carrefour où beaucoup de pays sont déjà passés. Certains ont pris la bonne route, d'autres se sont perdus. Quelle route la France va-t-elle choisir? Personne ne le sait vraiment. Pas même les grands investisseurs qui observent et qui calculent. Ils ont leurs intuitions, leurs modèles, leurs scénarios. Mais au final, l'avenir d'un pays ne se réduit jamais à des équations. Il se joue dans la capacité collective à regarder la réalité en face, à accepter les vérités inconfortables et à agir en conséquence. Les signaux sont là. Les investisseurs partent. La dette augmente. La croissance stagne. Les talents émigrent. Ce sont des faits, pas des opinions. Pas des jugements moraux, juste des réalités économiques. Et face à ces réalités, chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque entrepreneur doit se poser la question « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre résolve le problème ? Ou est-ce que je contribue à mon échelle à construire une solution ?
Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les investisseurs étrangers qui détermineront l'avenir de la France. Ce sont les Français eux-mêmes, par leur choix, par leur travail, par leur créativité, par leur capacité à s'adapter et à innover. Les capitaux étrangers peuvent aider, ils peuvent accélérer la croissance, mais ils ne sont jamais la cause profonde du succès ou de l'échec d'une nation. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité interne à créer de la valeur, à se réformer, à rester compétitif dans un monde qui change de plus en plus vite. Et c'est peut-être là le vrai message derrière le départ des grands investisseurs. Pas une condamnation, pas une fatalité, mais un avertissement. Un rappel que rien n'est acquis, qu'une économie prospère demande des efforts constants, que la confiance se gagne lentement et se perd vite, que les choix d'aujourd'hui dessinent le monde de demain, et que le temps de l'insouciance, si jamais il a existé, est définitivement révolu. La question qui reste est simple et terrible à la fois. Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance, ou reste-t-il encore une fenêtre pour agir avant que les conséquences ne deviennent irréversibles ?